Bonjour à tous, on va faire du reverse engineering. On va utiliser le programme Do Not Debug Me qui provient de l'ECSC 2019. C'était un programme Windows 32 bits et comme son nom l'indique, il embarquait avec lui des techniques d'anti-debugging. Donc on va essayer de trouver le flag uniquement en faisant de l'analyse statique et on va voir que ça va être un exercice assez intéressant. Nous voilà donc dans idéal. La première chose qu'on va faire, c'est on va regarder les fonctions exportées et on voit qu'on a deux fonctions. On a la fonction start et une fonction TLS_callback. Alors la fonction TLS_callback, c'est une fonction qui va être appelée à chaque chargement et à chaque déchargement de thread, et c'est une fonction qui est appelée avant la fonction start. Donc quand on fait de l'analyse statique, il est important d'aller voir ce qui se passe dedans, parce que il peut y avoir des techniques anti-debugging ou alors de l'initialisation de données qui va nous être utile a posteriori. Donc cette fonction ici fait deux choses. On voit qu'elle appelle une autre fonction et on voit qu'elle initialise aussi des données en mémoire. Donc déjà on va regarder ce que fait cette fonction là. Donc cette fonction elle appelle simplement nt_set_information_thread. Alors c'est une fonction, c'est une API qui permet de définir la priorité d'un thread, mais elle a aussi des arguments, des valeurs non documentées qu'on peut lui passer, notamment cette valeur 11 qui permet de cacher le thread au débugger, et dans ces cas-là, il ne recevra plus aucun événement de la part du processus. Comme nous on fait de l'analyse statique, ça nous est pas important, c'est pas important ici. La deuxième chose ici, c'est qu'on voit qu'à partir de cette adresse-là jusqu'à cette adresse-là, il initialise des données, il met cette valeur-là. Alors on va se rendre à cette adresse-là pour voir où c'est, et on va remonter jusqu'à l'adresse de début. Donc on a l'adresse ici de fin, et on voit directement qu'il va écraser la valeur qu'on trouve ici par la valeur qu'il a décidée. Si on remonte, ici on retrouve bien notre adresse de là où il commence à mettre les données. Donc déjà ici, on va le renommer pour savoir dans notre programme, si on rencontre cette valeur-là, qu'on sache qu'il ne faut pas qu'on prenne cette valeur ici, mais bien la valeur qui a été mise ici. Après maintenant, on va pouvoir repartir donc dans notre fonction main. Et on va essayer de comprendre comment fonctionne globalement le programme. Donc déjà ici, on a toute la gestion de la ligne de commande. Donc ici, il récupère la ligne de commande, il le transforme en tableau. Ici, il fait une copie, on imagine en tout cas, de l'argument qu'on a passé. Si jamais il y a moins de deux arguments, dans ces cas-là, il nous dit qu'il faut qu'on tape un flag et il quitte, sinon il continue son exécution. Ici, il y a déjà une chose qui m'attire beaucoup, qui est intéressante, c'est ce virtual alloc avec cet appel. On voit que sur la zone mémoire qu'il alloue, il copie des données dedans, il appelle une fonction qui va certainement travailler sur ces données-là. Là, il appelle une autre fonction et il va appeler du code, il va appeler une fonction qui a été copiée dans cet espace mémoire. Donc ici, mon premier but, ça va être d'essayer de remonter, voir ce qu'on a besoin comme données pour pouvoir décoder et voir le traitement qu'il fait sur justement ces données. Et ici, on a toute une suite de fonctions qui, si on va à l'intérieur, là déjà c'est un premier test pour tester la présence d'un débugger. La seconde fonction, c'est pareil, c'est un test qui permet de définir la présence d'un débugger. Ici, on a une interruption 2D, donc c'est pareil, ça va être pour déterminer la présence d'un débugger. Donc ici, ça semble être que des fonctions d'anti-debugging. Il stocke des valeurs dans un tableau, ici V5. Et on va voir si on s'en sert, si on en a besoin ou pas pour pouvoir décoder là-dessus. Autre chose,
on va regarder si le flag qu'on donne en argument est utilisé dans le programme et à quel moment il est utilisé. On va rentrer dans cette fonction pour voir exactement ce qu'elle fait. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que ça fait un simple strcopy, alors un petit peu amélioré, puisqu'en fait, il alloue une nouvelle zone mémoire, il copie la chaîne de caractères à l'intérieur et il nous retourne le pointeur de l'adresse de cette zone mémoire. Donc ici, on va le renommer par myFlag et on va regarder si on l'utilise quelque part. Oui, on l'utilise, mais uniquement justement dans le code des données décodées ici. Alors si on remonte un peu plus, on a un premier test ici. Il teste quelque chose sur cette zone mémoire. Si c'est égal à cette valeur-là, le dword qui correspond à ça, dans ces cas-là, il va aller exécuter une fonction. Sinon, il nous dit que le flag n'est pas correct. Alors ici, on peut supposer du coup que c'est une fonction de checksum qui va nous permettre de vérifier si ce qu'on a décodé c'est bon ou pas. Donc on va la renommer par checksum pour savoir où on en est. Après, juste après qu'il ait copié les données dans la zone mémoire qu'il a réservée, il appelle une autre fonction. Cette fonction a l'air de faire donc de la manipulation de données et elle appelle aussi une autre fonction ici qui, elle, pareil, fait des manipulations de données. Donc on peut imaginer que c'est la fonction qui permet de décoder les données qui ont été copiées. En argument, elle a besoin de 4 arguments. Donc déjà la taille, ici, on la remarque, c'est la taille de la zone mémoire qu'il a allouée. L'adresse de la zone mémoire. Il a besoin de V6, V6 qui est produit, qu'on récupère à partir de cette fonction. Et ici, la taille, alors 10, donc 16 en 16 octets, on verra à quoi ça correspond. Donc déjà, on va renommer un tout petit peu les fonctions, les paramètres. Donc size 1. Ici, c'était buff 1. Alors, comme ici, apparemment ça s'apparente à du décodage, comme ici en A1, on sait qu'on a l'adresse de la zone mémoire, on peut imaginer que ECX, ici, ça va être simplement la clé. A1, c'est, comme on a dit, la mémoire. Et ça, c'est size buff. Ça, c'est la taille de notre mémoire ici. On va aussi renommer un tout petit peu les types. Donc ça, en fait, c'est un byte comme ça. Et pareil pour la clé, byte. Donc le size 1 aussi, on peut le renommer en size key. Donc maintenant c'est un tout petit peu plus clair quand même. Donc on voit qu'il appelle cette fonction avec la clé et la longueur de la clé. Et cette fonction, elle va initialiser des données qui se trouvent à cette adresse-là. Et ici, on voit qu'il fait des manipulations sur justement ces données. Donc on va renommer, on va marquer data for decode. On n'a pas besoin pour le moment de comprendre ce qui est fait ici. Et là, on voit qu'il fait le décodage uniquement. Une fois qu'on a déterminé ça,
on a besoin de V6. Donc on va essayer de comprendre comment on obtient et à quoi correspond cette valeur qui a l'air d'être initialisée dans cette fonction-là. Alors on va aussi le renommer ici décode même. On va se rendre dans cette fonction. Et là, on voit plusieurs choses intéressantes. On voit déjà qu'il fait un getModuleHandle et des getProcAddress. Donc clairement, ici, il fait des appels API. La chose pour deviner maintenant qu'est-ce qu'il appelle, c'est on va devoir décoder ces valeurs qui sont ici. Donc clairement, c'est du texte qui est offusqué. À chaque fois, il appelle cette fonction sub40 1D50. Si on clique sur cette fonction, on voit qu'il utilise les jeux d'instructions SSE pour faire un XOR sur les données. Donc en fait, c'est un simple XOR et il passe simplement, on voit ici la taille du buffer ici et ici ce qui est certainement la clé. Okay, puisque ici A ça fait 10, et ici on a 4, plus 4, 8, et ici plus 2, 10, et ici ça doit être la clé du XOR. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoder ce texte-là pour savoir quel appel il fait. Alors, from ex, on va faire un reverse et un XOR. Donc on va copier ces données. Le XOR c'est 222 je crois pour le premier si mes souvenirs sont bons. Ah, ça marche pas super bien. Décimale, et on voit que c'est NTDLL. Donc ici, c'est NTDLL. Alors, procname, le getProcAddress, getModuleHandle. Ici, il cherche donc l'adresse de NTDLL. On va regarder ce qui est le deuxième. La clé, c'est 141. C'est ND5 init. Donc ici, V10 procname, il va chercher l'adresse de MD5 init. Donc MD5 init. On va regarder ce que c'est ce texte-là, même si on peut se douter qu'on risque de tomber sur MD5 update. La clé c'est 173. C'est bien MD5 update. Donc c'est V6, hein, V17. MD5 update. Et ici, ça doit être MD5 final. Alors, on va quand même le vérifier. F7 et la clé 247. Et c'est bien MD5 final. Donc MD5 update, donc on va regarder à quoi correspond les paramètres. On va regarder MD5 update, ça va être c'est celle qui comporte le plus d'arguments. Donc MD5 init, on passe une structure du contexte, il va créer du coup son contexte. MD5 update, on voit qu'on lui donne les données et on voit ici qu'on lui donne la longueur des données qu'on a mis.
et il va retourner, il va calculer le MD5, il va le rajouter dans sa structure MD5 contexte qui, elle, contient un champ digest qui sera notre MD5 des données qu'on lui a passées ici. Donc, on va renommer les différents paramètres passés à la fonction pour que ça soit plus clair. Donc, on retourne ici. Ici, on a 4 fois V14. Alors, V14, on voit qu'en fait, ça va être le nombre de dWords qu'on a dans V5. Donc ici, on peut mettre IDX V5. D'accord. Ici, ben, c'est notre buffer V5. Et V6, c'est du coup certainement notre MD5. Donc ici, rename MD5. Ici, buff. Ici, side. Et à la fin, on voit qu'il met le résultat dans justement MD5. Alors là, il a un petit peu du mal à décompiler parce que il fait donc le MD5, c'est sur 16 octets, donc ça fait 128 bits, et il utilise du coup directement les jeux d'instructions SSE pour copier 128 bits directement. Donc on voit ici qu'il met dans EAX l'adresse de notre paramètre. Il copie ici du coup la valeur qu'il y a dans la structure justement MD5 contexte. Il le met dans XMM0 qui est un registre donc du coup SSE 128 bits, et il place à l'adresse de EAX XMM0. C'est pour ça qu'ici il a un petit peu de mal et on ne le voit pas directement ici. Il faut aller regarder le camp assembleur pour bien comprendre ce qu'il fait. Et donc on sait maintenant du coup que pour pouvoir décoder les données qui ont été placées dans cette zone mémoire, on va absolument avoir besoin du résultat de toutes ces fonctions. Donc on va simplement commencer par la première. Donc on va aller voir la première. Et là, on voit que déjà, il check la structure PEB pour vérifier la présence ou pas d'un débugger. Donc à l'adresse +2 de la structure PEB, on a un champ qui indique si un débugger est attaché ou non au processus. Si c'est à 0, ça veut dire qu'on n'a pas de débugger. Si c'est à 1, ça veut dire qu'on a un débugger d'attaché. Et il fait un XOR de la valeur retournée avec cette valeur-là. Donc on va simplement faire le calcul à la main. Donc en théorie, s'il n'y a pas de débugger attaché, ici on va avoir 0, moins 1. Donc 0 moins 1, ça fait... Alors je vais passer en dword d'ailleurs. Du coup, on se retrouve qu'avec des F dans notre dword. XOR cette valeur-là. Alors, je recommence. F. XOR notre valeur. On se retrouve avec cette valeur-là en retour de cette fonction. Donc ici, on va le noter.
Ok, 4 octets, 1, 2, 3 et 4. On va aller voir ce que fait, alors là on va le renommer quand même check PEB. On va aller voir ce que fait cette fonction. Alors cette fonction, on voit que c'est la même chose. Elle teste la structure PEB. À l'adresse, par contre, on va récupérer l'adresse, la valeur qui est à l'adresse 68. Donc c'est le champ nt global flag. Alors c'est un champ un petit peu particulier puisque normalement, s'il n'y a pas de débugger, il est à 0. En sachant qu'il peut avoir quand même autre chose que 0 puisqu'on peut initialiser cette valeur-là grâce à des tweaks dans la base de registre. Mais en théorie, elle est à 0. Ce qui est important, c'est que si jamais le processus a été créé via un débugger, le débugger va rajouter la valeur 70. C'est pour ça qu'ici, il fait un masque de 70 pour être sûr de bien extraire la valeur du débugger, mais pas autre chose. Et là, il faut faire attention, parce qu'après, il fait un AND dessus, mais surtout, il y a un NOT ici. Donc nous, on va partir sur le fait que normalement cette valeur-là est à 0. Il fait un AND 70 pour vérifier qu'il y ait bien cette valeur-là. Donc s'il n'y a pas de débugger, quelle que soit la valeur dessus, autre que 70, on aura 0. Du coup, on a 0. Il fait un NOT dessus. Donc ça revient à faire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on se retrouve avec FF, 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 et il fait un AND dessus de cette valeur-là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Et donc, la fonction doit retourner la valeur qu'on vient de copier, si jamais il n'y a pas de débugger. nt check nt global flag. On passe à la fonction suivante. Donc là, on voit directement qu'il y a une interruption 2D qui est déclenchée. Alors cette interruption 2D, c'est un petit peu particulier, puisque en théorie, l'adresse d'exception que va utiliser Windows, ça va être EIP plus 1. Et après, en fonction de la valeur de AX, soit il peut l'incrémenter de 1 de plus, ce qui fait qu'on peut éventuellement sauter une instruction. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent l'interruption 2D qui est appelée avec un NOT derrière ou alors un INC EAX. Et du coup, cette instruction va être éventuellement sautée et donc ça va nous déterminer la présence d'un débugger ou pas. En sachant que les débuggers, eux, ne vont pas tous réagir de la même manière pour déterminer l'adresse de l'exception. Mais ici, on voit immédiatement, quand on regarde le code assembler, qu'il a posé son propre gestionnaire d'exception en passant des adresses des handlers via ces structures-là, ici. Donc en fait, on s'en fiche un petit peu comment ça va réagir là. Ici, on voit bien qu'on a notre interruption qui est déclenchée ici. Ça, c'est la suite de la fonction normale, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est cette valeur-là. Mais comme l'exception va être déclenchée et va être réceptionnée par notre gestionnaire d'exception, soit on va tomber ici, ou soit on va tomber là. Donc bien évidemment, quand on voit cette valeur-là, on se doute qu'on tombe ici. Donc en réalité, la valeur qui va être utilisée ici, qui va être retournée si jamais on n'a pas de débugger, c'est cette valeur-là. Donc check int 2d, retourne cette valeur-là s'il n'y a pas de débugger. La fonction suivante. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors comme ça paraît assez clair, mais toujours, il faut quand même se méfier
du décompilateur d'IDEA, ou même des autres décompilateurs, on va quand même aller vérifier le code assembleur pour savoir ce qu'il fait. Donc déjà, on voit qu'il va utiliser les registres qui sont utilisés pour les débuggers, donc les registres DR0 et ça va jusqu'à 7. À chaque exception déclenchée, à chaque exception déclenchée, en fait, ces registres vont être remplis de valeurs utiles pour le débugger. Et ça permet de faire de poser aussi des conditions pour les breakpoints hardware. Donc on va checker ce qu'il fait ici. Et on voit pareil qu'en fait il a posé un gestionnaire d'exception. Donc ça veut dire que s'il y a une exception, déjà on va devoir aller regarder un petit peu ce qui se passe un peu plus loin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ici, il va faire un set thread context. Il va mettre dans DR0 la valeur de AX. EAX qui contient l'adresse de la variable var1c. Et il va aussi faire un OR sur la valeur de DR7, en sachant que s'il n'y a pas de débugger, les registres DR sont à 0. Donc quand il fait un OR ici, en fait c'est comme s'il faisait un mob, il met cette valeur-là dans le registre DR7. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a posé, donc qu'il a enregistré sa structure avec cette thread context, il met dans EAX l'adresse de la variable 1c. Il fait un XOR de AX avec cette valeur-là. Donc, en fait, il détériore l'adresse de la variable. Et il va faire un move dessus. Donc, forcément, ici, ça va générer une exception. Et toujours pareil, l'exception, on va tomber ici, puisque là c'est juste un move EAX1, donc on imagine qu'on va tomber dessus. Et ici, on voit qu'il fait des manipulations, du coup, sur le DR7, et il remet d'ailleurs aussi le registre DR0 à 0. Et quand on continue, on voit qu'on tombe ici, il fait un XOR de AX avec cette valeur-là. Et juste avant, on voit qu'il a mis dans EAX la valeur de 1C. Donc on va simplement prendre la valeur du coup qu'on trouve dans 1C, qui a été posée ici. 1, 2, 3, 4, copier. Première valeur, XOR, du coup, cette valeur B3 qu'on va copier. XOR, hop. Donc ça, c'est ce que va retourner cette fonction s'il n'y a pas de débugger. Et là, on va nous play with dr register. Ici, il appelle une fonction. On va regarder ce que c'est. Donc, en fait, bon, le décompiler s'est mis à jour. Et on voit qu'il passe en fait 4 valeurs différentes, 4 dwords différents. Il les place dans les registres DR, 0, 1, 2, 3, et il les pose. Donc il ne fait rien de plus. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas beaucoup. On continue avec la fonction suivante, ici. Alors on voit ici qu'il pose directement des fonctions d'exception, des fonctions qui seront appelées lors d'exception. Donc il en pose 2. Donc il faut savoir que c'est le dernier gestionnaire d'événements d'exception qui enregistré qui va être appelé en premier. D'accord? Et on voit ici qu'il appelle la fonction checksum qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo.
Là, le code en C a l'air assez petit. Je ne vois pas trop où et comment va être générée l'exception. Donc, on va aller regarder le code assembleur pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc ici, il enregistre son gestionnaire d'exception. Il en pose un ici. Il en pose un autre ici. Et il en repose un ici. Donc ça, c'est le dernier qui est posé, qui va appeler la fonction handler. D'accord? Donc c'est cette fonction handler ici qui va être appelée. Ça va être la première qui va se déclencher quoi qu'il arrive. Ici, il commence donc du coup son try catch et on voit directement que l'exception va être levée ici à cause du XOR EAX qui met EAX à 0. Il fait une division par 0, donc ça va soulever une exception et on va se retrouver du coup dans la fonction handler. Si on regarde la fonction handler maintenant, on voit du coup qu'il retire son gestionnaire d'exception. Il va placer dans une variable ici 4051C cette valeur-là. Donc on va essayer de déterminer comment ça fonctionne, puisque ici on voit qu'il utilise, il ne le met pas directement à cette adresse-là, hein, il met à cette adresse plus EAX x 4. Si on va du coup dans EAX ici, alors juste EAX ici, voilà, on a 3. Donc ça c'est, on va le renommer IDX résulte exception. Ok. Il met du coup la valeur de la variable dans EAX, il soustrait EAX, il soustrait 1 de EAX, et il remet EAX dans IDX résulte pour le mettre à jour, et ensuite il va mettre cette valeur-là à cette adresse plus EAX x 4. Du coup, on a vu quelque chose, c'est que IDX résulte, c'est égal à 3. À cette adresse-là, juste après, on a les données. Donc DD. Donc c'est 3 dword. Donc au début, ça va être 3. Il soustrait 1, donc ça fait 2. Et il va poser la valeur. Donc ça fait qu'en fait, il va placer à le troisième dword. J'imagine, on peut imaginer que dans les autres fonctions, il va faire encore -1. Il va placer une valeur ici, encore -1, et il va placer cette valeur-là. Ici, on va renommer, on va l'appeler, pour que ça soit un peu plus clair, résulte exception. Et on va regarder les références qui sont faites à cette variable-là. Et on voit qu'effectivement, à 3 reprises, il pose des données à cette adresse. Reste à déterminer en fait l'ordre du coup qui va être utilisé. Donc dans exception filter ici, alors on va prendre un bloc-notes, on va avoir 3 valeurs. On sait que la première valeur, la dernière valeur qu'on va rencontrer, ça va être celle-ci. On retourne à notre fonction précédente. Alors, résulte, je suis où? Merci. Et après, on voit qu'il a posé son try catch. En deuxième lieu, du coup, on va se trouver dans notre gestionnaire d'événements local, entre guillemets. Et là, on voit qu'il pose cette valeur-là. Et enfin, on a le dernier qui est posé du coup par top level, ici filter, qui correspond à cette valeur-là.
Donc ici, c'est on va le renommer par play with exception. Et il doit retourner le tableau de ces 3 valeurs. Après, la prochaine fonction, c'est une fonction du coup qui elle appelle query information process avec la valeur 1e. Donc c'est pareil, c'est une fonction qui va nous permettre de déterminer si jamais un débugger est présent ou pas. Alors il faut savoir que cette fonction avec l'argument 1e, v4 ici doit être égal à nul pour être sûr qu'on n'ait pas de débugger. Donc du coup, simplement, c'est 0 XOR et cette valeur-là. Donc c'est simplement cette valeur. Donc on va l'appeler nt query information. Nt query information. Et ça retourne cette valeur. La fonction suivante, c'est pareil, elle appelle nt query information sur avec une autre valeur, un f, et c'est pareil, c'est la même chose. Ça permet de déterminer la présence d'un débugger ou pas, et dans ces cas-là, v4, pareil, doit être égal à nul si jamais il n'y a pas de débugger. Alors, il y a juste une petite subtilité ici, c'est que c'est moins v4, hein, donc on repasse dans le même principe que tout à l'heure, hein, c'est 0 moins 1, XOR 41, 1b, etc. Et ça nous donne cette valeur-là. Donc ici, ça retourne cette valeur, s'il n'y a pas de débugger. Alors on va le renommer nt query information 2. Maintenant on passe à l'autre fonction. Alors là c'est une fonction qui a l'air un peu plus complexe comme ça, mais en fait très vite on voit ce qui se passe. C'est que il cherche ici l'adresse de là où a été mappé le fichier exécutable en mémoire. Et il cherche à trouver le texte .text. Donc en fait, c'est la partie où les sections sont décrites. Quand il trouve quelque chose, dans ces cas-là, il break, il vient ici. Donc on voit qu'il appelle un checksum. On voit qu'il appelle le checksum. Donc on peut très vite imaginer qu'ici, il va chercher à faire un checksum de la partie de la section texte, hein, qui est la section du code, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'altération du code. Simplement, on peut vite le deviner, vite le voir. V2, ici, on voit clairement que c'est l'adresse de là où il trouve le point texte dans l'exécutable. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir dans l'éditeur exa notre fichier et on va chercher point texte. Donc c'est ici, donc attention, hein, il y a le point ici, donc ça commence là. Et on va se rendre aux différentes adresses qui cherchent. Donc c'est plus 12 et plus 8. Alors plus 12, on va commencer. À partir de la position où on est. Et la valeur qu'on a ici, du coup, elle s'affiche où? Point texte. Alors attendez. Plus, ah oui, pas 18, 12. Voilà, on voit qu'on a 4096. Donc on va le noter ici.
ici ça retourne 4096. Alors 4096 en hexa ça fait 1000. Bizarrement, ça ressemble un tout petit peu en fait à l'endroit où est mappé notre code. Et ici, V1, c'est donc plus 8. Donc on retourne là, Ubuntu, plus 8, 7143. Ok. 7143. Ici, on connaît nos paramètres. Donc on peut les renommer. Ici, c'est buff. Et ici, c'est size. Donc ça veut dire qu'il va vérifier 7143 octets. Il va calculer le checksum sur 7143 octets à partir de notre buffer qui se trouve à la position 4096. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça ressemble simplement à là où est mappée notre section code, ici. Donc, on sait qu'on va devoir aller extraire les données de notre binaire pour pouvoir calculer le checksum. Donc, on note cet offset qui est du coup de 400. On retourne dans notre main du coup. Là, on va du coup marquer en commentaire retourne le checksum de la section texte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter ici offset file 0400. Donc on va devoir lire 7143 octets. Donc quand on va créer notre programme pour aller décrypter, pour aller calculer le checksum, on sait qu'il faut qu'on se place à l'offset 400 et qu'on lise 7143 octets. Rename checksum texte section. On continue avec la fonction suivante. Alors là, ça a l'air assez compliqué, mais en fait, ça l'est pas vraiment. Il alloue de la mémoire. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il alloue de la mémoire et que derrière, il fait un virtual protect. Le virtual protect, il passe la valeur 140. C'est une valeur qui permet de mettre la page guard comme protection sur cette mémoire qui a été réservée. Et à chaque fois qu'on va essayer d'accéder à cette, à la première fois qu'on accède à cette zone mémoire, on déclenche une exception. On voit qu'ici d'ailleurs il y a quelque chose puisqu'apparemment il essaye de se rendre à cette adresse-là et forcément ça va générer une exception et suivant comment elle va être gérée cette exception, on va retourner cette valeur-là ou certainement autre chose. C'est pareil, on va regarder le code assembleur et on se rend de suite compte qu'effectivement il a posé un try catch ici, hein, il a posé son propre gestionnaire d'événements, d'exception, pardon. Sur le virtual protect ici, on voit que si jamais il y a une exception de levée, il va passer ici. D'accord? Donc il suffit qu'on récupère cette valeur-là, et c'est la valeur qui va lui retourner. Alors juste pour comprendre comment ça fonctionne, ECX, c'est l'adresse retournée par virtualalog de la mémoire qui a été réservée. Fait un virtual protect dessus. Il teste le résultat de virtual protect. Tout va bien. Si du coup tout a bien fonctionné, il place l'adresse de la mémoire réservée et il fait un jump EAX dessus, ce qui va déclencher du coup une exception. Et on va du coup se retrouver ici dans le gestionnaire d'exception
du coup, le programme va retourner cette valeur-là, tout simplement. On revient ici, retourne cette valeur. Ici, on va le renommer en virtual protect. On continue avec cette fonction. Alors, en exa. Ben là, on voit qu'il fait simplement un XOR de tous les registres DR. Alors, ces registres DR, ben, on se souvient qu'ils ont été initialisés avec cette fonction-là. Donc, il nous suffit ici simplement de faire un XOR de toutes ces valeurs-là. XOR, 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 et on a ce résultat-là. On va le noter. On va renommer XOR DR register. Et ça retourne cette valeur-là s'il n'y a pas eu de problème. Il nous reste ici une fonction. Et là, elle retourne la valeur qui avait été mise par justement notre TLS callback. Donc on va aller dans la TLS callback, on va récupérer cette valeur-là, on va la copier, on renomme par TLS callback, hein, c'est juste OK. Retourne cette valeur. Et après, on passe par la suite. Alors là, on voit qu'il divise quelque chose par 4D2, OK, et il fait un getTickCount ici. Alors, ici, il avait commencé par getTickCount, il a enregistré dans V9. StartTick. Donc là, avec ça, il vérifie simplement le temps que le programme va passer entre cet appel-là et cet appel-là pour déterminer s'il y avait un débugger ou pas. Donc ici, il divise StartTick par cette valeur-là. Ici, il appelle, alors pour le moment ça, on va l'ignorer. Il appelle getTickCount, il le divise pareil par la valeur, donc il fait exactement la même chose ici, plus la valeur qu'on a trouvée ici. Le résultat de ce calcul, en fait, c'est simplement tout ça, ça va s'annuler à partir du moment qu'on n'a pas dépassé les 4D2, et le résultat du calcul, c'est simplement ce dword là fois ce dword. Donc on va calculer ça, XOR ça, et du coup on a cette valeur là qui est, ah non 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 mais c'est pas XOR, oui non c'est pas XOR en fait, c'est cette valeur, pardon, fois cette valeur. Et donc, la valeur que doit retourner ce calcul, si jamais il n'y a pas eu de débugger, c'est cette valeur. Et là, on va faire ça. Retourne ça. Ici, on a encore l'appel d'une fonction. C'est le dernier test. Et là, on voit en fait qu'il essaye de chercher quelque chose dans la liste des processus. Okay, tous ces appels de processus, tous ces appels d'API permettent de lister les processus.
On voit très vite le terme parent process ID. Et on voit de suite qu'il fait un checksum sur un buffer qui a la taille de 10, hein, donc sur 16 octets. Sur V4, V4 c'est AZExFile, donc c'est sur un nom de processus qui va calculer le checksum. Et vu ce qu'on voit ici, et ce qui aurait l'air logique de toutes les manières, c'est de vérifier le nom du processus parent pour être sûr que ça soit par exemple explorer.exe, cmd.exe, mais pas que ça soit xdbj, que ça soit le nom d'un débugger. Là, il ne vérifie pas avec une liste le nom des débuggers, on le voit ici, c'est simplement qu'il fait un checksum, donc en fait il cherche à ce que le processus parent, ça soit tout le temps le même. Ce qu'on peut imaginer ici, c'est que ça va être cmd.exe, puisque c'est un outil en ligne de commande, donc le processus parent est logiquement cmd.exe. Alors là, ça paraît bizarre, puisqu'on a ici 16 octets. cmd.exe, ça fait pas 16, hein. cmd.exe, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici, on voit que c'est les fonctions W. Et de toutes les manières, ici, ça retourne du texte en Unicode. Donc ça veut dire que chaque caractère va être précédé de 0. Donc, 7 fois 2, ça fait 14, plus le 0 de fin de chaîne, qui est doublé, puisqu'on est en Unicode, ça fait bien 16. Donc ici, il calcule le checksum cmd.exe. Il calcule le checksum du texte cmd.exe écrit en Unicode. Donc checksum cmd.exe en Unicode. Ici, on a pratiquement tous les éléments. Maintenant, il y a quand même quelques valeurs qu'on va devoir calculer. On ne peut pas les deviner dans le statique, donc on va être obligé de faire quelques calculs. Donc on va faire un programme qui va nous permettre de faire ces calculs-là. Concernant la fonction checksum, on voit que la fonction checksum retourne toujours un dword. Donc un checksum sur 4 octets, ça peut être un CRC32. Donc on va le vérifier d'ailleurs quand on va coder notre programme, si la fonction checksum correspond bien à un CRC32 ou si c'est une fonction custom. Donc c'est parti pour coder les fonctions dont on a besoin. Donc j'ai préparé un projet Visual Studio. J'ai juste rajouté ici les fonctions pour calculer le HMD5, comme ça nous fera gagner du temps. Et on va commencer du coup par la première fonction qui nous intéresse, c'est la fonction de calcul de checksum qui va nous permettre de calculer les dernières ici valeurs restantes à trouver. Donc je me suis totalement trompé, c'est ici la fonction checksum. Donc la fonction checksum, elle fonctionne, elle est assez simple. Ici on voit qu'il va initialiser des données qui se trouvent donc à cette adresse. Donc c'est 256 valeurs, c'est 256 dwords. Ici pour l'initialisation, il fait appel à une autre fonction qui permet d'initialiser justement ces dwords là. Et ici c'est là qu'il calcule le checksum à proprement parler. Donc on va simplement copier le code ici pour pouvoir l'exécuter. Donc on copie cette fonction. On va le renommer, je préfère dword. On copie cette fonction. On va aussi déclarer du coup cette variable ici. Hein. Donc c'est dword, il y en a 200, du coup on a vu 256.
on l'initialise à 0, hein, puisque ici il teste si on a bien 0. Si on a 0, il initialise la première fois, et après si on rappelle cette fonction, ben, on ne passera pas par là, hein, on ira directement faire le calcul. Char zbuff, bonjour. Printf checksum x, checksum. Alors, l'adresse de zbuff, bonjour, il y a 7 caractères. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai exécuté le programme. Il m'a retourné donc du coup le checksum de bonjour. Donc par curiosité, on va vérifier si jamais ça correspond bien à un CRC32. Et si on tape ici, qu'on fait un CRC32 sur bonjour, on tombe bien sur la valeur qu'on avait ici. Ok. Donc, ce qui veut dire que c'est totalement standard, c'est un simple CRC32 qu'on vient de recoder. Et ça nous permet aussi là d'être certain que notre fonction de checksum est juste. Grâce à cette fonction-là, on va pouvoir recoder on va pouvoir deviner, calculer plutôt, les valeurs qui nous manquent. Donc ici, on a déjà, il faut calculer le checksum de ces 3 dword. Donc on va déclarer ce tableau. Dword, on va l'appeler data from test, par exemple. On va y placer nos 3 valeurs. Ok. Après, là on avait un checksum aussi simple, c'est le checksum sur le nom du processus parent. Donc on va pouvoir l'appeler. Donc il ne faut pas oublier que c'est de l'Unicode. Donc wchar z cmd cmd.exe, d'accord. Hop là, et comme c'est de l'Unicode, il faut préciser avec le L devant. Donc ça, on va le supprimer. On va faire checksum de ces 3 dword. Donc ici, ça fait 12 octets, 4 x 3. On va préciser. Checksum cmd.exe azcmd. Et donc là, on avait dit que c'était 16 octets, hein, donc c'était 7 x 2 plus nos 2 zéros, nos 2 octets finaux de fin de chaîne, pardon. On exécute ça. On va rajouter d'ailleurs un retour à la ligne. Et là, nous avons du coup nos 2 valeurs manquantes à cet endroit-là. Hop là. Donc on va ici changer, retourne cette valeur. Et l'autre, c'est ici, là, cmd, hop là. Ici, retourne cette valeur. Et là, il nous reste maintenant plus qu'une seule valeur à trouver, c'est le checksum de la section de texte ici. Donc on va aller ici, on va recopier tout ça.
Alors on va devoir copier, on va devoir allouer de la mémoire. Donc byte mem. On va aussi devoir ouvrir un fichier, donc handle hfl. Donc même virtuel alloc, donc 0, la taille 7143, même réserve, même commit, 0, if même go to on exit, return. Maintenant on va ouvrir le fichier hfl create file. Alors c'est e2.ecsc do not debug me.exe. Alors il nous faut générique read 0 0 open existing et 0. If hfl est égal à invalide handle value, go to on free on virtual free, virtual free même 0 0, ici close handle hfl. Maintenant on va se déplacer du coup à l'offset 400 comme on avait vu. Donc set file pointer hfl 0 400 0 file begging c'est 0. On va lire le fichier readfile hfl même, on va en lire 7143, on va d'ailleurs dwr ça permettra ici de retourner que la fonction retourne le nombre d'octets qu'elle a pu lire, et 0. Là-dessus on n'a plus qu'à calculer le checksum. Checksum programme, ici c'est même et 7143. On lance le programme. Alors on a des erreurs. Ah oui, ici j'ai oublié un argument. On lance le programme et qu'est-ce qui nous arrive? Ah non 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 non. Ah oui, ici page read write. Ok. Donc maintenant ici on a notre checksum de notre section du code. Alors on va le retourner ici. Retourne cette valeur là. Maintenant on n'a plus qu'à calculer le MD5 de toutes ces valeurs là. Donc on va copier ça. On va déclarer un tableau ici des word result anti debug. On va faire ça, ça, ça. Ici j'avais oublié de supprimer ça. On va rajouter ça. Ici notre égal. Alors, maintenant on calcule
notre checksum, notre MD5. Donc c'est compute MD5, le buffer, la taille, donc on a 13 tests x 4, et le résultat MD5. On va déclarer notre variable ici, byte MD5 16, ok, puisque un hash MD5 c'est 16 octets. Cette fonction compute MD5 en plus affiche notre MD5. Et maintenant, du coup, on a bien notre MD5 notre hash MD5 qui est ici. Donc, on n'a plus que maintenant à lire les données à décrypter. Donc, ces données-là se trouvent à cette adresse. Donc, c'est l'offset 3268. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici set file pointer hfl 0. Alors, l'adresse de notre buffer, c'est 3268. 0, et depuis le début du fichier, il lit, il copie 546. Donc read file. Donc read file hfl même de 546. DW DWRW 0. Donc là, on a notre buffer, nos données qui sont dans la mémoire. On ferme ici notre fichier. On va écrire ces données dans un autre fichier pour pouvoir le décompiler. Donc on refait un create file par derrière. On va l'appeler code.bin avec les autorisations d'écriture et create always. Ok, et close handle hfl ici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coder la fonction qui décode ici la mémoire. Donc, on va ici, comme d'hab, copier-coller. Les codes même. Donc là, on va supprimer tout ce qui ne va pas. Ok. Cette fonction, elle appelle cette fonction ici qu'on recopie. Alors, ce qu'on remarque ici, cette fonction, on lui donne la clé. Elle travaille sur la clé et elle enregistre son résultat dans data for decode. Ok. Et après ici, il y a le décryptage en lui-même des données. Donc, on va la laisser comme ça. On va la refaire. Byte comme ça. Decode for data for decode. Donc ça, on l'a pas. Mais on connaît la taille, c'est du coup 256 et ça a l'air d'être simplement des octets par rapport à l'utilisation. Donc byte 256
0. Là, on modifie pour que ça fonctionne. OK. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier peut-être un petit peu ça. Size -1. OK. On va appeler cette fonction décode même. Donc, la taille de la clé, c'est 16. Notre MD5, notre mémoire, et ici 545. On exécute et le programme semble fonctionner. Et ici, on doit calculer le checksum. Alors, le checksum ici, qui est calculé là, hein, et il doit avoir cette valeur. Donc, on va l'afficher par checksum décode. On exécute notre programme. Alors, attendez, je le réexécute. Hop là. Et là, on voit que le checksum qu'on a obtenu est bien celui qui est attendu par le programme. Ici, on va simplement faire un if. Alors, j'aime pas faire ça. dw checksum decoded. On déclare une variable. OK. Si c'est différent de la valeur, dans ces cas-là, printf erreur. Et goto on virtual free. Sinon, on va écrire nos données qui ont été décodées dans le fichier. Même le nombre, donc c'est 545, dwrw 0. Et on va pouvoir aussi exécuter la fonction du coup qu'on vient de décoder. Donc on va appeler la fonction maintenant pour voir ce qu'elle rend. Alors si on revient ici dans le code, on voit que c'est la fonction qui est appelée, c'est du début de la mémoire plus cette valeur là qui est égale à 237. On peut regarder aussi de la manière dont est passé le flag en paramètres de la fonction, c'est important. Et on voit que le flag en fait est passé via le registre ECX. Donc ça veut dire que les conventions d'appel qui sont utilisées pour cette fonction-là, c'est le fast call. Donc on va devoir le préciser dans notre typage de fonction pour éviter justement qu'il y ait un problème. Donc void fast call, c'est une adresse, byte j'ouvre char, ça c'est notre paramètre. Sur même plus 0,237. Et ici, on passe notre paramètre pour tester.
On exécute le programme. On a bien évidemment quelques erreurs. Ah non, l'erreur, elle est ici. Ok. On exécute notre code. Et là, on a un bon message d'erreur. Là, on a un message d'erreur parce que la mémoire qu'on a allouée ici, on n'a pas l'autorisation d'exécuter. Donc, on va marquer, on va changer notre protection, on va donner tous les droits à la mémoire. On exécute. Et là, miracle, on a un message qui nous indique que ce n'est pas le bon flag. Donc ça veut dire que la fonction a bien été exécutée, que notre paramètre a bien été transmis. Ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va ouvrir notre fichier qui contient les données qu'on a décodées dans IDEA. Il est ici. Et on va essayer de trouver qu'est-ce qui est fait. Donc déjà, on voit qu'on a 4 fonctions. On a sub0, sub34, sub115 et sub1a1. On va passer en TextView. Alors tout ça, bien évidemment, ce sont les différentes adresses où se trouvent les choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on appelle la fonction à l'adresse 237. Donc à cette adresse-là. On voit ici qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Alors si on remarque, à chaque fois, on a ce qui semble un peu de l'offuscation de chaînes de caractères. Et on les met, on les place, et puis après là on appelle une fonction sub0. Ici là c'est pareil, il semble qu'il y ait une grande chaîne de caractères, et puis on appelle sub0, une chaîne de caractères, et puis encore comme ça sub0. Alors on va aller voir ce que fait la fonction sub0. Et en fait sub0, ce qu'on voit, c'est que c'est simplement un XOR avec une clé, donc de la chaîne et la clé. Donc si on revient à nos moutons ici, 237, ici on a un push, ok. Donc ici on a placé dans EAX l'adresse de EBP-20. On met des données justement à partir de cette adresse-là jusqu'à EBP-4. On push ici 99. On peut imaginer que c'est la clé. Après, on push EAX, donc l'adresse de là où se trouvent nos données. Et on a notre call. Donc, vu que c'est un XOR, normalement, on a juste à décoder ça. Donc, from ex reverse XOR. On copie ici nos données. Donc la clé ici c'est 99. Alors je crois par contre c'est en décimale. Alors non c'est 99 ex. Ok. Alors là je me suis trompé parce qu'il y a le 0 en trop. Voilà. On copie. Et là on a une chaîne de caractères, qui nous dit qu'on ne fera plus jamais confiance aux techniques d'Andy Debugger. C'est ce qui semble être un flag. En tout cas, ça ressemble au format d'un flag. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'à la place de mettre test, on va simplement mettre ce flag-là. Et on va essayer de voir ce que ça fait.
Et si on exécute le programme, on se rend compte qu'on a trouvé le bon flag et que le flag qu'il fallait par contre poser sur le CTF, c'était finalement la clé de décryption qui a servi, donc le HMD5. Voilà. Mais on a trouvé le bon flag, on vient de finir l'analyse entièrement statique. Alors juste pour le plaisir quand même, pour être sûr, si on lance do-not-debug-me ici avec le flag qu'on vient de trouver, on a exactement le même message. Donc voilà, donc c'était un exercice très intéressant de faire entièrement que de l'analyse statique. C'est très enrichissant et c'est très plaisant. Si jamais vous voulez des vidéos supplémentaires sur du reverse engineering, sur de l'analyse statique, sur des techniques particulières, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et ça sera avec un grand plaisir que je ferai des vidéos sur ces sujets-là. Aussi sur la programmation en assembleur avec les jeux d'instructions SSE ou AVX, ça peut être très intéressant pour l'optimisation d'algorithmes dans le traitement de calcul. Et donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en tout cas, merci aux créateurs de ce challenge. C'était un défi intéressant. Merci à tous, à très bientôt.